Salut Ali, Coucou. je suis ravie de te recevoir pour la troisième fois. Tu sais ça ou pas? J'ai Oui, 3 fois. c'est vrai. Voilà. Je suis une meuf qui a plein de trucs à dire et qui Bon, adore ça. on va parler d'un sujet inédit quand même, ça c'est cool Oui, avec toi. J'ai vraiment hâte de te recevoir. Déjà merci merci à d'avoir toi. accepté parce que on va parler un tout petit peu plus de choses intimes pour Mm, toi. Le rapport au corps, tout ce qui tourne autour du déclic et des choses que tu as lancées ces 2 dernières années mhm. pour prendre soin de toi. Mais déjà, j'avais envie de savoir, est-ce que tu peux me raconter ton rapport au corps depuis ton enfance? Comment tu te voyais petite? Qu'est-ce qu'on disait Mm, de prendre soin de soi, de ton corps à cette époque-là? ok. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'était une petite blague quand je disais que j'adorais ça. Tu le sais très bien, j'aime pas trop ça, mais avec toi, je me sens en sécurité, donc c'est bon à dire. Et merci à vous de m'écouter. Donc effectivement, on va parler de sujets un peu plus intimes, puisque autant je suis capable de parler de boulot, de tout ça, mais le corps, je pense que comme à tout à chacun, c'est quand même, on a tous un rapport et une histoire avec notre corps. Euh, Petite, on va pas faire toute la rétrospective de ma life, ça va être long, mais on va dire petite et adolescente, on va plus s'intéresser à l'adolescence. J'étais ce qu'on appelait la petite fille un peu bouboule. J'ai toujours eu des rondeurs et était assez complexée. Je me rappelle de tous ces moments à la piscine. Je me suis déjà fait insulter dans la cour de récré. J'étais un peu la petite grosse. C'était vraiment le truc. Et, euh, et donc, j'étais pas à l'aise dans mon corps. C'était pas réellement un énorme sujet comme après, à l'âge adulte. J'ai pu apprendre qu'il y avait certaines personnes qui avaient vraiment développé des troubles compulsifs alimentaires, plein de névroses ou de choses assez difficiles à vivre avec leur corps. Je pense que ça m'est pas arrivé. Et la chance que j'ai eue, c'est que dans ma famille, le corps n'était pas un sujet. On était une enveloppe. Et on est une enveloppe, mais que tu sois belle, grosse, maigre, moche, j'en sais rien. Ce qu'on peut. Mes parents, c'était pas une échelle de valeur pour eux. Donc au fond, moi, ça m'a. Je complexais parce que je sentais que c'était dommage. Je me faisais insulter ou j'avais pas le mec que j'avais envie d'avoir, mais c'était plus enfin, genre comme si c'était une fatalité, quoi. Genre j'étais une petite grosse, donc je développais d'autres trucs, je faisais rire les autres, et je me cachais derrière tout ça. Jusqu'à, je pense, la première ou terminale, je sais pas, il y a eu un été, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû vivre d'amour et d'eau fraîche, mais j'ai perdu un peu de poids. Et quand je suis revenue à l'école, comme si le regard des autres avait totalement changé sur moi. En quelques mois, j'étais devenue un peu plus, je sais pas, un peu plus regardable ou j'en sais rien. Je commençais à avoir quelques mecs, quelques succès relatifs, mais qui étaient déjà pas mal. Et là, j'ai senti que mon corps avait soit une puissance, soit un impact, et qu'il était possible de ressentir des trucs assez positifs, mais dans le regard des autres, à travers le regard des Mm. autres. Donc, c'est les premières séductions, c'est les premiers mecs, c'est les premiers flirts, c'est ci, c'est ça. Et très rapidement, moi, dans mon histoire, donc là, j'ai 35 ans, j'ai 3 enfants. Et j'ai été maman ado, puisque je suis tombée enceinte à l'âge de 18 ans. Donc cet été-là a été très fru. Ça a duré un été, Ça a c'est ça? duré un été, je me suis retrouvée un peu en bombe et paf, je rigole. Et là, je suis tombée enceinte comme finalement, comme des centaines de milliers de femmes, de jeunes femmes. Et j'ai eu le choix, parce qu'on est dans un pays où on a le choix, d'avorter ou de garder ma grossesse. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai essayé d'avorter. J'ai essayé. C'est assez marrant d'entendre quelqu'un dire j'ai essayé d'avorter. Mais je voulais autant de ce bébé que je pensais ne pas être capable de l'avoir, que c'était pas ni le bon moment. Puis tout autour de moi, mon environnement social, à part mes parents qui ont tout de suite été pro-choix, donc mon choix, mon corps. Mais tout le reste, c'était mais genre ne fais surtout pas ça, tu vas rater ta vie. Et j'ai essayé d'avorter, j'y suis allée et puis j'ai pas réussi. Et j'ai un petit garçon un petit garçon. J'ai Salut un Noam. ado qui a 17 ans aujourd'hui avec qui on a une relation incroyable. Mais cette étape grossesse, dans mon cheminement de corps, elle n'est pas anodine, puisque je suis passée d'un corps d'adolescente à un corps de femme du jour au lendemain, à un corps que tu commences un peu à kiffer ou juste à apprivoiser et à savoir qui peut avoir de l'impact, qui peut séduire, qui peut te plaire quand tu te croises dans un miroir, que tu peux mettre en valeur ou pas, etc., à un corps que tu subis, puisque la grossesse est un corps qu'on subit, je trouve, plus ou moins bien évidemment en fonction de tes choix de vie, mais à l'époque c'était totalement subi.
Et avec un corps qui devient vraiment au summum de son pouvoir de femme, donc de mère, et qui rapidement, entre guillemets, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, qui rapidement a été dégradé au moment même où je commençais à me dire ah j'ai ça, ah j'ai ça. Donc je me suis retrouvée avec un corps postpartum, avec un corps avec un ventre un peu plus mou, des seins qui sont bien moins bien moins fermes et bien moins hauts que quelques mois auparavant. Et, et donc, je crois que dans ma construction, déjà, il y a eu un truc de je sais pas trop, je sais pas où me placer, quoi. Genre, ce corps, j'ai même pas le temps de comprendre comment il fonctionne, qu'il a déjà été transformé, qu'il appartient déjà aussi à quelqu'un d'autre, entre guillemets, puisque j'ai essayé d'allaiter mon fils à 18 ans. Donc, je me suis dit que c'était quelque chose de naturel, parce que j'avais vu ma mère allaiter mon frère, donc je prends le bébé, je le mets au sein, puis ça se passe pas vraiment comme ça, donc ça a été beaucoup plus difficile, donc ça m'a mis aussi un rapport à ma poitrine différent. Et voilà, et j'ai grandi comme ça. Après, j'ai une relation qui a été extrêmement toxique avec le papa donc, de mon fils, Noam, avec qui j'ai eu une petite sœur qui s'appelle Mali, 4-5 ans plus tard. Et cette relation a été extrêmement difficile parce que ça a été aussi ma première relation d'amour, qui plus est familiale. Et sur le long sexuel, avec qui j'ai eu mes premiers rapports, et surtout mon premier miroir, ça a été lui, parce que comme je le disais, je pense que je me suis construite aussi avec le regard des autres, sans penser que j'avais le temps de me construire un regard sur moi-même. Et son regard à lui, et dans notre relation, c'était que mensonge, violence. Notre relation a été très très difficile. Et donc je me suis construite avec une très peu d'estime de ma personne et de ce que je pouvais représenter. Il y a eu énormément de tromperies, énormément de choses qui maintenant, je ne sais pas combien d'années plus tard, ça y est, c'est pensé et c'est derrière. Mais finalement, quand tu te construis en tant que femme et quand tu es trompée tout le temps, tu as juste la sensation d'être pas grand-chose qui vaut grand-chose. Et quand tu es salie, trompée, mentie, t'as quand même... je pense que c'est plus facile à gérer quand on est déjà bien construit que quand on est en construction. Et voilà, jusqu'à maintenant, à peu près. T'avais quel rapport avec le sport quand t'es devenue adolescente? Est-ce que le sport faisait partie de vos routines familiales? Est-ce que t'as vu tes parents prendre soin de leur corps à travers le sport? Est-ce que t'allais à des compétitions? Est-ce qu'à l'école, tu participais à des choses? Ça avait quelle place dans ta vie, le sport? Alors, le sport n'avait absolument aucune place dans ma vie. Mon frère faisait du sport. Mon petit frère, a 4 ans et demi de moins que moi, il faisait du foot pendant des années et tout. Je pense que mon père était actif, pas forcément sportif, mais actif quand il était jeune. Et ma mère, je l'ai jamais vue faire du sport. Le sport et on va dire l'activité physique n'avait pas grande valeur chez moi. Je pense que mes parents, ça leur aurait pas dérangé que j'en fasse. J'ai essayé de faire un peu de foot, mais dès qu'il faisait un peu froid ou qu'il pleuvait, j'y allais pas. Et c'était pas dans leur échelle de valeur. C'était pas quelque chose qu'on a regardé la Coupe du Monde comme tout le monde, mais c'était pas un sujet chez nous. On avait des amis qui allaient courir et tout, mais j'ai jamais vu mes parents. Le seul sport la seule activité physique que je me rappelle avoir fait avec eux, c'était la marche digestive du dimanche en famille, ou la petite balade quand même autour de notre maison, parce qu'on habitait à la campagne, une fois de temps en temps, ou prendre un vélo, mais ça n'a jamais été hyper significatif et ni marquant dans nos relations. En tout cas, ça n'a pas été un fil conducteur chez moi. Et le seul sport que je faisais réellement, c'était celui qu'on faisait au collège ou au lycée. Et là, clairement, t'inquiète, je suis genre la pro de la dispense, la pro du j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Vas-y, viens, je te fais une blague, je t'enfume et je te laisse faire 2 tours de plus. Et moi, j'attends derrière un arbre. La gymnastique, pire moment de ma vie, où tout le monde faisait des trucs de dingue sur les barres et tout. Et moi, j'avais pris, tu sais, t'as toujours plusieurs options. Et moi, j'avais pris la petite option où tu faisais une roulade, clac, tu t'arrêtais. Tu faisais ça et tu mettais 2 points de plus. Et ça, c'était moi, quoi. Et que des trucs comme ça. J'étais la nulle. Je pense que j'étais la nulle en sport, de ouf. Et mais sans me dire que j'étais nulle en sport, c'était juste pas fait pour moi. Tout comme, je sais pas, il y en a qui vont dire qu'ils sont forts en français, forts en maths. Moi, j'étais nulle en sport.
Et il n'y avait même pas de sujet à me dire, peut-être que je peux évoluer sur ce trimestre, ou peut-être que ce sport-là, le volley, ça a l'air un peu pas mal, je vais me donner un peu et puis je vais m'éclater. Non, j'étais nulle en sport. Et pour moi, quand je voyais les 2 heures de sport dans l'agenda, c'était des 2 heures où j'allais rien faire. J'allais juste papoter, rigoler et perdre du temps. Et dans le meilleur des cas, me marrer. Dans le pire des cas, c'était un vrai supplice parce que les premières séances de sport, enfin du moins les cours de sport collège-lycée, je trouve que c'est un moment où tu crées des réels... En fait, ça clive énormément parce qu'il y a celles et ceux qui ont un rapport normal avec l'activité physique. Il y a celles et ceux qui arrivent avec un handicap -20. Je parle même pas d'handicap physique et mental parce que là, on est encore sur notre stratosphère, mais l'handicap -20 de 0 éducation au sport. Et donc, en fait, on arrive déjà dans nos têtes en se disant on est complètement naze, on est nul. Et c'est que des moments, je trouve, hyper discriminatoires, même si peut-être qu'aujourd'hui ça a changé parce que je suis un dinosaure. Mais nous, il fallait passer devant tout le monde. À la natation, il y avait quand même des groupes, et ça paraît logique, mais des groupes de sport en fonction des niveaux. Donc, tu es forcément direct dans le sport, dans le niveau le plus nul. Et même si on te dit oui, c'est le niveau débutant, non, tu sais que les populaires, ils sont dans le niveau 4, toi, t'es niveau 1. T'es avec ton bonnet, tu ressembles à rien. T'es ado, t'as tes petits seins comme ça qui sont à travers le maillot. Tu plonges, les gens, ils plongent, toi, tu fais une bombe, mais t'as même pas voulu faire une bombe. Genre, t'as quand même tout un truc où tout est humiliant et tu te sens humilié. Parce que je pense que ça ne l'est pas forcément, mais tu te sens humilié. Et moi, je me rappelle quand j'avais piscine, la veille, c'était angoisse. Angoisse sur angoisse. Le corps, je vais être naze. Les meufs, elles te faisaient une brasse, clac, clac. T'as l'impression que c'était fluide. Moi, je prenais l'eau et tout. Il n'y a en fait aucun feeling avec l'activité sportive. Et même les personnes qui débutaient le cross et tout, qui n'avaient pas forcément fait, étant donné qu'elles avaient un passif ou une certaine affinité avec l'activité physique, c'était faisable. Alors que quand tu as 0 affinité avec l'activité physique, ton corps ne sait absolument pas se mouvoir dans l'espace, tu sais pas quoi aligner un pied devant l'autre, t'as pas de feeling. Et plus tu rajoutes à ça quelques complexes, quelques regards, la gymnastique pareil, on se rappelle tous, en gym tu passais devant tout le monde. Tu passais devant tout le monde. Donc si t'étais cool et t'étais à l'aise, c'était génial. Mais quand t'étais nul, tout le monde t'attendait comme ça. Les gens, ils savaient que ça allait être le moment gaulerie tu vois, de la semaine. C'était toi, en fait. Et tu fais une petite blague, tu rigoles, ça dédramatise. Mais au fond de toi, t'es fracassé, quoi. C'est hyper dur. Et après, dans le bulletin scolaire, quand tu le montres à tes parents, c'est marrant parce que ça, j'ai oublié pendant très très longtemps et je m'en suis rendu compte en le faisant moi-même. Que je crois que mes parents ne regardaient même pas la ligne sport, ils en avaient strictement rien à faire. Déjà parce qu'ils savaient que je devais avoir 10 ou 11, mais je pense que la meuf me mettait 10 ou 11 parce que j'ai fait acte de présence. Et deuxièmement, comme je me répète, c'était pas dans leur échelle de valeur, c'était pas une matière qui était importante, et donc on s'en foutait complet. Et moi, c'était une matière où je m'en foutais d'avoir une vieille appréciation, parce qu'elle comptait pas. Et la plupart du temps, en plus, l'activité physique, elle est tout en bas, à côté de la musique. Et on se dit toujours, le sport et la musique, tout le monde s'en fout. Et avec l'art plastique aussi. Et donc ça a fait ça, et si je te dis ça, c'est parce que je l'ai fait aussi avec mes enfants, et je m'en rends compte maintenant, et je m'en suis rendu compte littéralement il y a 2 semaines, quand j'ai reçu le bulletin scolaire de ma fille qui est en 5e. J'ai regardé français maths, et je suis descendue, j'ai regardé le sport en 3e, et ça m'a fait comme un électrochoc de waouh, c'est incroyable, t'es partie voir le sport, parce que je sais qu'elle est forte en sport, je sais qu'elle est à l'aise, et que c'est quelque chose qui lui plaît énormément, et je me suis rendu compte que dans mon échelle de valeur, le sport a une place hyper importante. Je n'avais jamais regardé cette ligne, ou du moins je m'étais jamais rendu compte que c'était un sujet pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai capté que tout ça, on se le traîne, et finalement, comment dire, la manière dont tes parents ou ta société ou ton environnement social t'amène dans le sport détermine tellement l'adulte de demain, quoi. Et ce qui est fou dans ton histoire quand même, donc tu t'as bien expliqué, tu as 3 enfants, tu as eu un petit garçon ensuite avec Raphaël, qui a été un invité du podcast. Je vous encourage à écouter son épisode puisqu'il parle d'être beau-père avant d'être père. Mais surtout, Raphaël est un ancien sportif de haut niveau, c'est-à-dire que quand tu le rencontres, c'est un joueur de rugby pro. Ouais. Donc le sport, c'est toute sa vie. Enfin, le sport prend une place énorme, alors que toi, le sport n'a aucune importance. Donc c'est marrant quand même. C'est un des premiers trucs qui m'a fait peur quand on s'est mis ensemble. En fait, c'était trop bizarre.
j'avais peur que ce soit un mec boring qui compte ses haricots verts et qui se lève à 5h du matin pour faire 3 pompes au pied du lit et qui me dise, je sais pas moi, dès le matin, ah, tu te lèves, tu te bouges. Je sais pas pourquoi, j'avais cette image de il va me faire ça. Ou alors il va aller au sport et ça sera toute sa vie. Et en fait, enfin moi en tout cas, je vais pas compter parce que ça sera entraînement, entraînement, entraînement. J'avais cette image-là. Ou pire, je me disais, il doit être forcément teubé. Il doit être forcément bête puisqu'il est sportif. Le cliché qu'on associe en France, en tout cas, Ouais. des J'avais sportifs vraiment cette idée de... qui n'ont pas d'intelligence. De lui, ouais. Et c'était pas le cas. Il est un peu bête, mais... Non, c'est pas du tout le cas. Mais pas du tout. En plus, c'est... Non, pas du tout. Mais donc, tu te mets avec Raphaël. Vous avez ton petit garçon, ton dernier petit garçon, Lou. S'ensuit une aventure entrepreneuriale avec Tagine Banane. Je vous encourage aussi à écouter un des premiers épisodes que j'ai enregistré du podcast qui est avec toi. Je pense que Tagine Banane, quand j'ai enregistré, ça faisait à peine quelques mois. Ouais, ça faisait 8 mois, je crois. T'avais pas encore fêté un an. On va bien le réécouter. Ouais, c'est vrai, il y avait Mali dans la salle, tu te souviens, avec toi, qui avait 6-7 ans. Et là, ton corps... c'est une autre dimension parce que tu as des interventions chirurgicales, parce que tu as failli mourir, parce que ton enfant est né prématuré. Quand tu sors de l'hôpital après plusieurs semaines, jours, je sais plus. 1 mois. Après 1 mois, comment tu regardes ton corps ? Pour résumer cet épisode de ma vie, donc comme tu dis, je rencontre Rafa. Peut-être 2 ans plus tard, j'ai un gros problème avec les chiffres, donc à tout moment je me trompe. Ça se trouve c'était 8 ans plus tard. Non, je rigole. On a notre petit garçon Lou. Et donc je tombe enceinte, la grossesse se passe bien, et à 8 mois de grossesse à peu près, 7 mois et demi, j'ai très très mal, je vomis et tout. Bref, je vais à l'hôpital et on se rend compte que je fais une appendicite pendant ma grossesse. Donc l'appendicite, normalement, c'est le genre de truc que tu fais à 7 ans et demi en colo, mais pas enceinte. C'était pas cool. Et là, donc je me fais opérer une première fois avec lui, je vous passe les détails, ça se passe pas très bien, je me retrouve à être réhospitalisée 1 semaine après, césarienne d'urgence, pour sauver mon bébé, qui fut sauf, heureusement, et pour me sauver à moi aussi, parce que j'étais en train de faire un choc toxique. Et 3 jours après la césarienne d'urgence, donc césarienne d'urgence, déjà je ferme les yeux, je me réveille, mon enfant est né, et j'ai rien vu, rien senti, rien vécu. Et césarienne d'urgence aussi dans la douleur, parce que je suis en plein choc toxique, donc j'ai le ventre hyper douloureux, une fièvre de cheval, quelque chose d'hyper traumatique finalement. Et 3 jours après la naissance de mon enfant, je repars au bloc, et là on me fait ce qu'on appelle une laparotomie, donc c'est ouvrir le ventre en 2 de façon verticale pour aller parer, ce que ça veut dire, donc pour aller nettoyer le péritoine de toute cette infection. S'en est suivi des drains, pas mal de choses ardos, et la naissance de mon fils. Et donc, si on a perdu ta question. Et donc, ton rapport au corps, quand tu découvres finalement les cicatrices, la différence du avant-après. Assez mitigée, dans le sens où j'ai failli mourir, et j'ai la sensation que mon corps est défaillant et faible, parce que là, je passais sincèrement 2 doigts de la mort, et mon bébé aussi. Donc je l'ai trouvé nul, genre de même pas avoir réussi à se relever tout seul d'une appendicite, justement, qui est assez bénin normalement, et en même temps extrêmement fort, de m'avoir donné un bébé, de m'avoir laissé en vie, et de m'avoir permis dans la suite de réussir à allaiter mon bébé, ce qui est tout le centre et le socle de l'histoire de ma vie entrepreneuriale derrière. Et je sors de la maternité avec tous mes kilos envolés de grossesse, bien évidemment, puisque j'ai été nourrie avec une sonde dans le nez et dans la bouche, donc on ressort un peu plus mince. Et là, encore une fois de plus, le regard des autres, où je sors, et la première chose qu'on me dit, c'est « mais t'as tout récupéré ». En fait, j'ai juste failli crever. Donc, ouais. Et ça te ramène quelque chose, et ça renourrit l'ado, l'enfant qui a été valorisé qu'à partir du moment où elle a perdu du poids. Donc je suis sortie de tout ça pas si mal, finalement. Pas si mal, parce que je suis en vie, parce que je rentre dans mon jean direct, façon de parler. Je pouvais absolument pas mettre de jean pendant 3 mois, mais pas si mal. Ce qui s'est passé dans la foulée, c'est on est un peu maso. 1 an plus tard, on a voulu agrandir notre famille, parce qu'on avait vraiment envie d'avoir 2 enfants ensemble et rapprochés, et puis après on n'en parle plus. Donc cette grossesse, on l'a eue, et il s'avère que ça a été une grossesse extra-utérine, donc je me suis fait à nouveau opérer en urgence. J'ai perdu une trompe,
Et derrière, on a essayé pendant 1 an d'avoir un bébé jusqu'à ce qu'on se rende compte que l'autre était trop abîmé par tout ce qui s'était passé, etc., etc. Donc je suis infertile, je découvre à ce moment-là la stérilité de notre couple. Et je passe 1 an et demi, 2 ans à faire le deuil d'un corps que j'ai réussi à aimer seulement dans la maternité. Parce que c'est un moment où quand on est en surpoids ou quand on n'est pas très, très à l'aise dans ses baskets, en tout cas pour moi, c'est le moment où tu as le droit d'être gros. C'est le moment où ton ventre a le droit d'être gros. C'est le moment où tu le trouves beau, ce ventre qui normalement est un peu flagada, que moi je trouvais pas typique de ce qu'on aime des ventres. Là, il est bien rond, il est accepté par la société. On aime ton ventre rond, on aime tes gros seins, on aime... En fait, la femme enceinte, j'avais la sensation que c'était le moment où j'avais le droit d'être plus ronde. Et c'était surtout un moment où je le trouvais hyper fort. J'ai adoré être enceinte, j'ai adoré allaiter. Et c'était les seuls moments de... C'était le seul corps que je connaissais de ma vie de femme. Mon corps enceinte et mon corps qui porte des bébés, puisqu'en ayant eu 3 enfants, j'ai à peine 35 ans. Les grossesses durent 9 mois, un petit peu plus short pour la dernière. Mais c'est des moments où je trouve mon corps puissant, où je le trouve beau, je le trouve socialement accepté. Et là, on m'annonce que déjà, je ne pourrais plus vivre ce corps-là. Donc, je vais rester toute ma vie avec le corps que j'avais là, donc un corps avec des cicatrices, flagata, que j'aime pas de ouf et que j'ai pas vraiment appris à aimer. Que tout ce que je connais de kiff, je le vivrai plus. Donc, qu'est-ce que je fais de tout ça ? Et voilà. Donc, je me retrouve il y a quelques années là-dedans, avec une boîte en pleine expansion, avec une boîte qui se retrouve victime de son succès, donc avec un rythme très, très, très prenant. Parce qu'en gros, si je recontextualise pour ceux qui connaîtraient pas ton histoire, je doute qu'il y en ait beaucoup, mais tu crées Tajine Banane dans la foulée. Oui. Et c'est un succès immédiat. Oui. Et tout de suite, vous avez une crise de croissance, en gros, qui fait que toi, tu portes sur les épaules beaucoup de stress. Oui. Et qui fait que tu es en postpartum, avec 3 enfants, avec des cicatrices, avec cette histoire qui est lourde de dire je vais plus pouvoir avoir de bébé. Et tu dois... Je crois que je suis capable de gérer tout ça. Mm-hmm. Au moment où j'ai lancé Tajine Banane, toi, tu te lances, Bliss Story se lance. Mm-hmm. Et nous, les nanas, les mamans, on n'est pas au courant. Postpartum, on n'est pas au courant de tout ça, on ne sait pas que ça existe. Et moi, je me dis, avec tout ce qui vient de se passer, avec un bébé de 6 mois, je vais lancer une boîte. Je vais perdre mes trompes, je vais perdre ma capacité à avoir des enfants, je vais perdre tout ça, puis je vais continuer, puis ça va très bien se passer, puis jamais ça va me péter à la gueule. Et puis c'est normal. Et puis je viens aussi d'une famille où on se plaint pas. Et on parlait d'échelle de valeur. Mon père a une échelle de valeur qui est très propre à lui, c'est l'intelligence. Très important pour lui d'être intelligent, d'être cultivé. Ma mère, c'est le travail. C'est une personne qui travaille énormément. J'étais dans mes échelles de valeur, je me trouvais pas trop conne. Je travaillais énormément. Je n'avais pas vraiment d'autres sujets à gérer. Et tout le reste, c'était méga superficiel. Donc j'ai avancé comme ça en mettant des couches en mettant des couches. Il y a quelque chose aussi, c'est qu'on parlait d'activité physique. Ma vie a été complètement faite sans activité physique. Mais avant d'être chef d'entreprise, j'étais aide-soignante. Et au-delà du sport, j'étais en activité physique quotidienne. Une aide-soignante travaille énormément avec son corps. Tu fais 150 000 pas dans les couloirs. Tu manipules des patients, donc tu utilises ta force, tu utilises ton corps entier. Quand tu fais, à l'époque, je sais pas, moi je devais faire 66 kilos parce que pour le coup, après les grossesses, avec le rythme de boulot, les 2 enfants, j'avais quitté mon ex, j'étais maman solo et tout. Tu gagnes 500 balles par mois, il y a 3 steaks à donner, tu les donnes à tes enfants, tu ne te les manges pas. Il y a une réalité de précarité aussi là-dedans. Et donc, quand tu vas faire tes 10 000 pas dans ton couloir, je te dis que ton corps est maintenu. Et ça, je suis restée là-dedans et c'était suffisant. Parce que j'avais un corps qui était en activité. Et donc, quand j'ai arrêté ce boulot, que je me suis retrouvée avec Tajine Banane, mon train de vie a changé aussi. Et avec le recul, le fait de gagner de l'argent m'a fait grossir aussi. Je me suis fait beaucoup plus de restos, je me suis fait beaucoup plus plaisir. J'étais un peu dans un truc d'abondance aussi, quelque chose que j'avais pas forcément trop vécu, en mode Club Med et compagnie. Et bien mine de rien, c'est quand même un changement total de mode de vie et plus de marche, plus de patients à manipuler, assise derrière un bureau pour la première fois de ma vie. Et le stress, je découvre le stress alors que je suis une meuf qui n'a jamais stressé de toute ma vie.
Je découvre le stress. Je passe mon temps à dire que je ne suis pas stressée alors qu'en fait, je suis rongée par le stress. Mon frère avec qui je partage la boîte perd 15 kilos, j'en prends 15. Il y a cette grossesse nerveuse que j'aurais jamais eue, il y a ce stress, il y a la sédentarité, il y a une espèce de cocktail comme ça qui se met en place, assez pernicieux, que tu captes pas trop. Tu prends 1 kilo, tu prends 2 kilos, je commence, taille une banane, je fais une taille S, je passe à la M, je passe à la L, je commence à mettre du XL, je passe au double XL. Bon, c'est marrant, je connais tout mon sizing, je connais toutes mes fringues. Et puis, ton jean est trop serré, ben t'en achètes un autre. T'achètes. Mon pull est trop court, je m'en fous, je vais dans la prod et j'en prends un autre. Et ça a été comme ça pendant, je pense, 2 ans, où j'ai pris tous ces kilos, où là, bah, tu peux plus du tout te blairer parce que c'était pas des kilos que j'avais décidé de prendre, c'était pas des kilos qui, dans ma tête, m'appartenaient, c'était vraiment... chaque kilo était un poids d'un truc pas réglé, chaque kilo était un poids de cette boîte qui commençait à me peser. Et moi, la manière dont je vois les choses, j'ai la sensation d'avoir mangé mon entreprise à ce moment-là, quoi. Genre, tout ce que je vivais qui était hyper dur, j'avais aucun moyen de le défouler. Je pouvais pas le défouler sur mes gosses, je pouvais pas le défouler sur mon mari. Je l'ai défoulé aussi dans des mauvais choix, je l'ai défoulé dans un mauvais management, je l'ai défoulé dans plein de trucs négatifs. Et le plus gros négatif, finalement, ça a été sur moi-même, où je me suis totalement perdue dans mes valeurs, perdue dans mon image. Donc après, ça veut dire que tu te montres de moins en moins, parce que dès que tu as un retour vidéo, tu es là, oh, mais comment je fais grosse? Non, en fait, meuf, t'as pris 25 kilos. Genre, la vidéo n'a rien fait, tu vois. Voilà. Et tu te caches un peu derrière tout ça, donc tu te montres un peu moins, tu te sapes un peu plus large, tu te regardes pas. Tu baises avec ton mec, t'éteins la lumière. Tu fais en fait toute un espèce de stratégie d'évitement de toi-même parce que ton corps, on s'en fout. Parce qu'on t'a jamais dit que ton corps était important. On t'a jamais... tu les vois, les meufs. Elles, si, ça y est, je te parle d'un truc de autant matrescence et tout, on savait pas, mais il y a 3 ans, j'avais Instagram quand même. Donc je vois les discours, les ci, les ça, mais c'est comme si c'était d'autres types de personnes. C'était des personnes sportives. Moi, je suis pas sportive. Je suis Alison, je suis tout plein d'autres trucs, mais je ne suis pas quelqu'un de sportif, donc je n'ai pas ce truc. J'essaye de contrôler un peu mon alimentation parce que ces 25 ou 30 kilos que j'ai pris, je les ai pas pris en respirant de l'air. J'ai forcément compensé sur mon assiette. Donc, assiette que je gérais très très bien finalement depuis des années, que je savais, j'avais perdu mes kilos de grossesse, je savais si je faisais 1 ou 2 excès. En fait, j'avais toujours cette balance interne où j'étais dans un middle. Enfin, j'étais ni mince ni grosse, mais j'étais, comme on dit, taille moyenne, dans un corps qui me déplaisait pas, qui ne m'a jamais plu, mais qui ne me déplaisait pas, et qui pouvait m'accompagner comme ça sur quelques aventures. Et là, totale perte de contrôle, je me resserre, je mange beaucoup plus que d'habitude, je mange des choses qui me font culpabiliser, je me retrouve à me coucher le soir en me disant oh, putain, tout ce que t'as bouffé, tout genre, avec des sentiments que j'avais jamais vécu et que je trouvais juste horribles, qui me correspondent pas aussi d'un point de vue personnalité. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir le contrôle de... Je veux quelque chose, j'y vais. Je veux quelque chose, je l'ai. Je me donne à 150 000%. Et là, j'étais incapable de résister à une putain d'assiette. Alors que j'avais déjà vécu 1000 vies, et que j'avais survécu à 1000 vies, et j'étais pas capable de survivre à mon assiette. Et ça, tu continues. Tu vis, puisqu'on va en parler, je pense, des petits déclics. Tu vis des choses. Je vais peut-être te laisser me poser des questions. Du coup, est-ce que tu te rappelles d'un moment, je crois que tu l'as pas mal évoqué, où tu t'es vue et où tu dis à Rafa cette phrase-là, qu'est-ce que je fais grosse? Et lui, il te répond, t'es comme ça. Mais avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse. Ouais, toujours, mais il a toujours été méga honnête. Raph m'a toujours dit dans tous ces moments, parce que ça a été des questions qu'on m'a beaucoup posées, parfois même un peu sur Instagram, et que j'ai pas trop réussi à aborder, parce que c'est de l'intime et qu'il y a toujours, j'ai un peu, voilà. Mon mec dans tout ça, parce que qui dit mon mec ou ma meuf, c'est exactement pareil. Finalement, c'est le couple, donc une personne qui t'a à un point B et la vie, et puis après tu es une personne point C.
en plus, en positif, en négatif, on s'en fiche. Ça, c'est encore une fois plus, chacun, c'est le couple qui doit te déterminer ça. Est-ce que ça a été un sujet pour lui ou pas? Pendant longtemps, très très longtemps, si je vais être très honnête, j'ai cru que ça l'avait pas vraiment été, parce qu'il a toujours été très bienveillant avec moi. Il m'a jamais, encore heureux, mais c'est fou de dire ça, mais malheureusement, c'est pas le cas tout le temps. Il m'a jamais dénigré, il m'a jamais insulté, il m'a jamais regardé à un point où je me suis dit, ouh là là, ça va pas. Il m'a toujours désiré. Je revois des fois des photos de nous, il est trop content, il a les mêmes, c'est le même mec, quoi. Le même mec avec pas la même meuf. Et mais en discutant avec un peu plus de recul, je me suis rendu compte qu'il y avait eu quand même plein de choses qui avaient été difficiles pour lui. Je pense que Rafa, ça a toujours été un mec où, je vais être honnête, le corps, la sexualité, l'intimité est très importante pour plein de gens, mais particulièrement pour cette personne. Me retrouver, que je sois sa nana. Et c'était pas le fait d'avoir pris des kilos qui était dérangeant, c'était le fait que sa meuf avait changé. C'était le fait que je veuille pas qu'il rentre dans la salle de bain avec moi, que ce que je disais, que j'éteigne la lumière, que quand on faisait l'amour, ça paraît cliché, mais en tout cas, c'était le cas. Une condition physique de chips, mine de rien, dans les ébats, c'est différent. Ça l'était, je parle pas pour tout le monde, mais pour moi, ça a été différent. Un petit peu moins YOLO, quoi. Un petit peu plus straight to the point. Et ça l'a coûté. Ça, c'était pénible. Ça, c'était différent. Et ça, c'était dommage parce que c'était pas sa meuf. Et il me l'a jamais remarqué. Et ce qui était le plus dur pour lui, ça a été pas que je me mente, mais que je veuille changer toutes les 4 matins et que j'y arrive pas. Parce qu'il y a quand même plein de moments où tu as conscience de tout ça. Donc, il y a des fois où tu te caches et tu vas mettre un pantalon un peu plus large. Et puis, il y a toutes ces fois où tu te dis le vendredi, lundi, c'est fini. Ou lundi, j'arrête. Ou lundi, je me mets au sport. Ou lundi, je bouffe que de la salade. Ou je sais pas ce qu'on peut se dire d'idiot. Mais il y a toujours ce truc de je commence lundi et lundi, c'est fini. Ou allez, au 1er janvier. Ou j'en sais rien. Et lundi arrive. Et puis mardi. Et puis mercredi. Et puis t'as pas démarré. Et ça, quand t'es le partenaire, quand t'es celui d'à côté ou celle d'à côté, j'imagine que ça doit être lourd parce que ça dure des mois et ça dure presque des années. Et un de mes traits de caractère, ça a été toujours la détermination. Et là, il y a comme une partie aussi de moi qui cassait à ses yeux, tu vois. Il se dit, ok, mais ta déter, elle est où, tu vois? Et étant donné que je suis avec quelqu'un de sportif, qui sont capables de partir en Thaïlande, se faire un mois entre copains, à boire des bières et manger des chips, et puis quand c'est l'heure de l'entraînement, ils vont se buter derrière un terrain et reprendre une shape en 3 semaines, et toi t'es là derrière, j'arrête lundi, lundi t'es pas capable de pas trop servir tes pattes, tu vois. Donc ça, c'était pas compréhensible, pas trop patient là-dessus, et sans parler de tous les trucs que j'ai essayé d'acheter, genre de régime, des nanas, où je dépensais un fric fou. Il voyait des colis arriver et il me regardait et faisait, tu fais n'importe quoi. C'était trop chiant. Arrive août 2022. Il te demande en mariage. Ah oui. Quand vous êtes en voyage. Ouais. Et ça, est-ce que pour toi, c'est aussi un des premiers déclics? Ouais, de fou. Donc il me demande en mariage. C'était trop bien. T'as vu, je connais bien les dates. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu m'as regardé genre août 2022. C'est quoi? C'était hyper loin. Août 2022, qu'est-ce que j'ai fait? Août 2022, effectivement, il me demande en mariage. Trop contente, tout ça. Et genre presque le lendemain, donc normalement, t'es un peu sur ton petit nuage. Le lendemain, je me dis, comment je vais faire? Pas pour cette putain de robe de mariée qui excite tout le monde et qui, moi, n'était pas du tout mon sujet. J'aime pas les robes en plus. Moi, c'était plus de me dire comment mon futur mari, va m'épouser et épouser la meuf dont il est pas tombé amoureux. Genre, j'étais juste ça. S'il m'avait croisé là, à ce moment-là, en août 2022, dans la rue, est-ce qu'il m'aurait regardé? Je suis pas sûre, tu vois. Genre, est-ce qu'il se serait dit, je vais aller là, lui faire un petit message, tout ça? Peut-être pas. Et donc, du coup, pourquoi il va se marier avec une nana qui, physiquement, et même un peu moralement, et même un peu beaucoup... moralement et physiquement, pourquoi elle ne ressemble pas à celle dont il est tombé amoureux? Et j'étais totalement consciente qu'à ce moment-là, il m'a demandé par amour, mais je me suis dit qu'il était hors de question qu'il se marie pas avec la même meuf.
Et ça a été le premier gros parpaing dans la tronche de tout ce cheminement derrière, qui était un parpaing finalement aussi de regard de l'autre, qui n'était pas du tout pour moi. À ce moment-là, je me dis pas ça. Ah, ça serait trop bien que tu perdes quelques kilos pour te sentir en forme et mettre un pied devant l'autre et arriver à bouger un peu plus. Non, je me suis dit, son regard à lui était important pour moi. Et, donc de août à décembre, j'essaye. Donc je fais ces départs du lundi qui sont foirés. J'essaye le mercredi, j'essaye le jeudi. Tu les appelles les faux départs. Tu as eu plein de faux départs. C'est des faux départs, ouais. Plus ou moins conscientisés. Hein. Il y en avait, c'était des vraies stratégies, des vrais, on aurait dit, j'aurais pu buter quelqu'un. J'avais vraiment tout un plan. Puis le lundi arrive et puis il se passe rien. Et la culpabilité est très forte parce que là, j'ai une deadline. J'ai un mariage qui doit arriver en septembre 2023. Ce mariage-là, on ne va pas le bouger. Ce mariage-là, il va se passer. Et si je n'y arrive pas à arriver au mariage avec dans le corps et dans la tête que je mérite, j'aurais échoué. Et là, il n'y a pas de... On verra le mois prochain, on se laisse 6 mois de plus et tout. J'ai une vraie échéance. Février, les premiers essayages de robe de mariée, pire moment de ma vie. Déjà, je trouve que c'est nul. C'est plan-plan, bon bref, c'est un autre sujet. C'est hyper stéréotypé. Et votre mari, vous croyez qu'il va vous aimer dans cette robe? Je sais pas, peut-être demande-moi si moi je m'aime déjà dans cette robe. Il y a plein de trucs que j'ai pas du tout aimé, passons. Moi, grâce à toi, juste, je me suis mariée en robe tagine banane et j'ai beaucoup aimé porter ta robe. Merci, c'est gentil. Et là, voilà, on est vraiment dans un truc de tu dois t'emballer. Tu payes un truc à 3-4 000 balles pour t'emballer pour ton mari. C'est genre vraiment... Et tout le monde trouve ça normal. Bref. Et je m'emballe quand même, je joue le jeu et tout. Et je me retrouve à choisir des robes, à chercher des robes qui ne me grossissent pas, qui me vont pas trop mal, et pas du tout celles que j'aime. Genre, je vois les robes que j'aime, j'attrape celle qui potentiellement peut m'aller. Donc déjà, c'est... Enfin, je sais pas si... Les gens arrivent à s'habiller, normalement, ils s'habillent, ils prennent une fringue, ils l'aiment. Mais quand tu t'habilles pour ton corps, la plupart du temps, t'aimes pas tes fringues. Et c'est quand même un sentiment très bizarre de pas aimer ta peau et de pas aimer ce que tu mets sur ta peau. Mm-hmm. Ça fait quand même un mood un peu particulier. Et tous ces petits moments ont fait que je me suis dit, il est hors de question que je foute une robe que j'aime pas. Il est hors de question que si, il est hors de question que ça. Et j'ai commencé à mettre un pied devant l'autre. En décembre, j'ai pris un coach sportif puisque je n'arrivais pas à contrôler l'assiette, comme je disais. J'y arrivais toujours pas. J'ai commencé un peu à arrêter de me resservir des petits détails. Puis t'as toujours tous les gens qui se mettent un peu pro-diététicien, pro-nutritionniste. Il faut que tu boives 1 litre d'eau. Je sais, en fait. Tu demandes à n'importe quelle personne, tout le monde sait. Tu demandes même à quelqu'un qui essaye de perdre du poids depuis 40 ans, il est capable de te dire exactement ce qu'il faut qu'il fasse. C'est pas qu'on sait pas ce qu'il faut faire, c'est qu'on n'est pas câblé. Ou du moins, tu perds le câble pour le faire. Et décembre, je prends un coach sportif. Suite à une grosse discussion, donc c'est plein de petits moments comme ça, suite à une grosse discussion avec un pote, alors que j'en ai eu plein des discussions, surtout autour du sport, je suis entourée que de sportifs qui m'ont dit 150 fois « Ça te ferait du bien d'aller te mettre au sport ?» Oui, je m'en doute. Je sais pas, ce jour-là, c'était le jour où il fallait que je l'entende et tout. Et ce bot me dit « Tiens, si tu veux, je connais le numéro d'un coach, je trouve qu'il est vraiment bien. » Et c'est un gars qui a un feeling, et peut-être avec les gens non sportifs, puisqu'il y a plein de gens qui l'a accompagné, qui faisaient pas de sport et qui s'y sont mis vraiment et tout. Et moi, j'avais déjà essayé, bien évidemment, plein de coachs sportifs, avec des musiques douteuses et des Marcel douteux. Et le gars, il arrive, il te dit, bah là, allez, tu vas le faire. Toi, j'ai envie de te nier. On va couper ça. Mais c'est pas ça que j'ai envie d'entendre. Et en même temps, et puis des fois, j'ai eu aussi des coachs qui étaient trop, vous êtes fatigué, mais c'est pas grave, mais repose-toi, souffle. Bah non, en fait, c'est pas ça non plus. Parce que c'était pas les bonnes personnes, c'était pas le bon moment, et que quoi qu'on aurait pu me dire, parce que maintenant je suis capable de supporter le mec Marcel douteux pendant 1 heure, et il va pas me déranger, ou presque. Mais c'était pas mon moment. Bref, je rencontre ce mec, et je commence par rajouter une session de sport par semaine, tout simplement pour la bonne raison que je mets 1 semaine à m'en remettre derrière, physiquement. Courbature de l'enfer, incapable de s'asseoir pour aller faire pipi. Bref, hyper dur, mais je démarre comme ça.
Tu démarres donc à quelques mois de ton mariage. Est-ce que t'aimes ça à ce moment-là? Pas du tout. Je déteste foncièrement ce que je vis. Je m'engage financièrement, du coup, parce que le coaching, c'est un engagement financier non négligeable, entre 50, 60, ça dépend après le coach que tu prends, mais c'est de l'argent. Mais c'est de l'argent que j'avais tellement dépensé dans des achats inutiles et dans des Weight Watchers et dans des trucs, on va couper les marques. Mais bref, j'avais tellement essayé de trucs que j'étais plus trop à ça près. Et c'est surtout que je n'avais plus le choix. J'avais compris que seule, je n'y arrivais pas et qu'il fallait que quelqu'un me force. Et donc, je détestais ce qu'on faisait. Je ne détestais pas la personne, bien évidemment, mais au-delà de la difficulté du sport en lui-même, puisqu'il venait à la maison, on faisait une sorte de cross-training avec un petit peu de squat, un petit peu de... je bougeais plus que je faisais du sport, finalement, parce que c'était de ressentir mon corps dans l'espace totalement faible. Je pense que les premières sensations que j'ai eues, c'est de me dire, mon Dieu, je ne suis pas forte. Des trucs. Il y a quelque chose, en tout cas pour moi, qui a été hyper significatif, c'est qu'avant, quand je regarde, par exemple, je déteste regarder du cirque. Et il y avait des mecs qui faisaient des trucs de fou. Tu sais. Enfin, tout le monde imagine le cirque avec des pirouettes, des trapèzes, et vas-y que je retombe sur mes yep et je retombe sur un orteil sur ton épaule. Nanana. Moi, je trouvais ça nul parce que je comprenais pas trop le truc. Mais parce qu'en fait, j'avais aucune conscience de la difficulté de ce que j'étais en train de regarder quand même. Tellement je n'avais jamais fait de sport. Donc, tu as quand même un truc où tu es dépossédé de tout ressenti parce que n'importe quel mec qui fait un gainage est capable de voir qu'un gainage sur un trapèze, c'est hyper dur, tu vois. Mais vu que tu n'as jamais fait de gainage, tu peux pas, même en voyant des athlètes, te dire c'est difficile. J'avais pas ce truc. En fait, c'est ça que t'expliques souvent, c'est que t'avais pas la culture autour du sport, de la Aucune performance physique, avec la compréhension de la capacité du corps, du niveau de difficulté, non, puis de juste faire un mouvement, un squat par exemple. Pour moi, un squat, c'était facile. Juste que j'avais la flemme de le faire ou que... Mais vas-y, fais... T'en fais 10, tu commences à le sentir. Quand t'en fais 2 même. Est-ce qu'à ce moment-là, parce que on se voyait souvent dans ces périodes-là, je sais que tu prenais des Uber au lieu d'aller marcher, que tu avais aussi, tu parlais de cette sédentarité, parce que c'est pas une seule séance de sport dans la semaine qui ont fait que tu as pu enclencher des gros changements, c'est tous les petits trucs à côté. Qu'est-ce que tu arrives à tenir? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, qui mettent des objectifs trop hauts et qui arrêtent d'entrer. J'étais arrivée à un level de sédentarité qui était tellement fort que tout mon corps était en souffrance. Parce que là, on parle beaucoup du poids, niveau santé. Tu parlais tout à l'heure des faux départs et tout. Avec le temps, j'ai un peu pris du recul et je me suis rendu compte de tous ces moments où je me suis pas juste dit dans un miroir. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus fort que ça. Sinon, si c'était entre guillemets que esthétique, je suis pas sûre que ça serait une réelle souffrance. C'est que là, il y avait une réelle souffrance physique. En prenant 30 kilos sur un corps, une ossature qui n'a pas l'habitude de porter ces 30 kilos-là, j'avais des réels maux. Je me suis retrouvée à me bloquer au niveau des cervicales, à me retrouver sous neuroleptique parce que je faisais des névralgies. Et ça, c'est parce que j'avais trop de surpoids. Je faisais de l'arthrose. L'arthrose, je l'ai toujours. L'arthrose, elle n'est pas partie. Mais je n'ai jamais plus ressenti ma nuque de la même manière. Et donc, tous ces trucs, je me rappelle de moments de solitude extrême, du genre mes cuisses se frottaient tellement qu'elles étaient en sang et j'étais obligée de mettre les 4 fers en l'air comme ça, de la crème, et pendant que ma famille partait à la plage s'amuser et moi, je ne pouvais pas bouger. Ben là, tu as une larme comme ça qui coule et tu te dis, mais mon Dieu, mais genre, dans quel état tu mets ton corps, quoi. Et tu sors des insomnies. Énormément d'insomnie, énormément de boutons de fièvre. J'ai toujours fait de l'herpès comme herpès au niveau des lèvres, comme plein de gens, un peu de stress, un peu de soleil, une fièvre. Non mais moi c'était genre toutes les semaines pendant un moment. J'étais hyper réactive et ça j'avais aucunement conscience que c'était une conséquence d'une inflammation et d'un corps pas en santé. J'ai un souvenir qui m'est revenu en pensant à cette interview que j'ai trouvé archi violent et pathétique, tu vois. Une fois, j'ai voulu aller faire pipi dans un resto, dans un bar à Paris. Je rentre dans les toilettes et je me dis, mon Dieu, les toilettes sont dégueulasses. C'est trop sale et tout. La cuvette était horrible. Je commence à baisser mon pantalon, à vouloir faire pipi et tout. Je commence à me mettre en squat. Au bout de genre 5 secondes,
mes jambes qui flageolent, impossible de tenir. Je me suis assise sur les toilettes. Je sais pas si quelqu'un se rend compte de ce sentiment. Donc je me revois dans ce bar avec mes cuisses qui touchent une cuvette de toilette immonde. J'ai pleuré. Alors que j'étais en train de passer un bon moment avec mes amis, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est catastrophique, parce que là, je me suis sentie presque en danger niveau bactérien et compagnie. Même pas capable, dans cette situation-là, de tenir mes jambes, de lever mon cul pour faire pipi. Et j'ai pleuré. Je pleure jamais. Je me suis essuyée. Tu vois, genre, je me suis tapoté les joues, je suis remontée, j'ai rigolé comme si de rien n'était. Et puis, je sais pas, je suis partie taper dans la pizza comme si de rien n'était. Alors que ce moment-là que je venais de vivre était extrêmement violent pour moi. Et donc, tous ces petits trucs, pour moi, c'est des faux départs, parce que c'est des prises de conscience qu'on enfouit, parce que c'est des moments d'extrême solitude et de difficulté. Je pense que quand on a été en surpoids depuis toujours, en fait, ces moments-là, ils existent depuis très longtemps, et on vit avec. Et tu passes au-dessus, jusqu'à ce que peut-être il y ait des moments qui soient trop difficiles. Tous ces trucs, tu t'esquives. Et moi, ma condition financière ou sociale, bien entourée, un mari, plein de potes, un peu de thunes et tout, je m'en sortais pas si mal. J'arrivais à esquiver, comme je disais, en rachetant des fringues et à me voiler la face et à éviter. Je prenais même pas... j'habite à 15 minutes porte à porte de mon travail. Je prenais des Uber pour y aller. Et je trouvais ça pas normal, mais pas dérangeant. Déjà, je claquais 40 balles en Uber par jour, normal. Et c'est pour la planète, pour mon corps, il n'y a rien qui va. Mais j'avais pas vraiment le choix. Quand j'étais dans des métros en déplacement pro, j'étais capable de faire la queue 10 minutes derrière une nana avec sa poussette et des grosses valises juste pour prendre l'ascenseur. Il y a 4 marches, meuf. J'attendais. Et ça, je me rendais même plus compte. Jusqu'à ce que j'essaye de me bouger. Et que... je crois qu'à ce moment-là, c'était la personne à qui je faisais du sport m'avait clairement dit de ne pas chercher à aller rajouter des séances de sport, de ne pas chercher à enlever des choses de ma vie, mais plutôt à aller rajouter modifier, mon quotidien. On ne cherche pas à enlever des assiettes, on va chercher plutôt à modifier ou à aller réfléchir à une certaine logique qu'on a tous et toutes. Et donc, commencer par, t'as un escalator, tu prends l'escalier. Et ça, je le dis souvent maintenant dans mes stories. Parce que ça a changé totalement ma façon de voir. Et je trouve que quand quelqu'un qui n'est pas sportif, on lui dit va faire du sport, c'est comme si tu dis à un mec qui a soif, va boire de l'eau. Genre, on le sait, c'est facile à dire. Moi, je trouve que c'est pas ce qu'il faut dire à quelqu'un qui n'est pas sportif, qui n'a pas eu cette culture, qui n'a pas eu la chance d'avoir été enfant et d'aller faire des treks avec ses parents, du vélo, du machin et tout. Donc, du coup, qui a eu cette culture de l'activité physique. Pour moi, il faut simplement dire à quelqu'un qui veut faire du sport, voilà, mets-toi en activité, mets-toi en mouvement. Le mouvement amènera le sport amènera peut-être des compètes, peut-être on s'en fout de ça. Mais genre, vas-y, rentre déjà en mouvement. Et on sous-estime le pouvoir du mouvement, et je pense que c'est totalement ça qui a insufflé un espèce de mouvement positif, de changement par des tout petits trucs débiles. Et tu sais qu'ici, donc, on est au Club Med, on est invité au Podcast Club. Nous, là, on enregistre au 5e étage et moi, je dors au 7e. Je ne prends pas l'ascenseur, Alison, je prends les escaliers. Et tu sais pourquoi ? Je pense toujours à ce que tu dis en disant, si vous avez le choix, prenez l'option des escaliers. Ça paraît bête, tu vois. Alors, c'est pas grave pour moi de prendre l'ascenseur, mais je suis là, mais elle a raison en fait. J'ai 2 étages à monter, évidemment que je vais prendre les escaliers. T'imagines l'influence que t'as pour moi. Ouais, c'est gentil. L'influence que t'as eu pour moi. Mais voilà. Mais tu vois, ces petits mouvements, changements que tu as mis en place ont amené derrière des changements radicaux de façon de vivre. Ouais. Parce qu'après, là, tu fais ces petits changements et tu découvres Dynamo, qui est un concept de sport où on fait du cycling en salle. Qu'est-ce qui fait que tu mets un pied dans une salle comme ça, qui peut être très intimidant, et qui fait que derrière, t'enclenches un changement majeur?
Mon coach que je voyais m'a rapidement dit ce serait chouette, donc pas de changer sa vie, mais comme je disais, de modifier des petits détails. Donc c'était juste des marches au départ et tout. On ne parlait pas encore de venir au travail à vélo et tout simplement, doucement, fais des petites choses. Et puis, il m'a dit ça serait évident pour toi de pouvoir ajouter une activité cardio à l'activité physique qu'on fait ensemble. Et donc le cardio, c'est du vélo, c'est de la course à pied, tout et tout. Donc ça, moi, c'était totalement abstrait pour moi. Hors de question de mettre des baskets, c'est pareil. Le nombre de gens qui te disent courir, c'est mettre des baskets et aller courir. Mais frère, en fait, quand les gens savent, tu sais pas où tu vas, tu sais, enfin, tu peux pas aller courir comme ça, c'est faux. Genre, si tu vas courir comme ça, c'est que déjà, tu as une éducation à l'activité physique. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui n'a jamais mis un pied devant l'autre, mettre des baskets et se dire, je me barre courir? Tu sais pas où tu vas. Tu sais pas comment ça marche, tu sais pas comment rentrer, tu sais pas jusqu'à quand tu vas pouvoir respirer, boire, est-ce que faut t'arrêter, est-ce qu'il faut boire, est-ce qu'il faut pas boire. Tu sais pas faire ça, donc bien évidemment, il y a peut-être une personne sur 10 000 à qui ça a fonctionné comme ça, mais les 3 quarts du temps, ça marche pas comme ça. Et donc ce cardio-là, j'étais incapable d'y aller. Donc, vu que moi, je suis une meuf du marketing et influenceuse, qui aime bien les trucs un peu jolis, j'ai entendu parler de Dynamo qui était sur Bordeaux, donc salle dans le noir. Ça a été mon premier argument qui m'a attirée dans cette idée. C'est dans le noir. Donc, personne ne va me voir. Personne ne va voir que je suis nulle. Personne ne va voir que j'en chie. Si j'aime pas trop ou si c'est trop dur, je pourrais m'arrêter. Personne ne le verra. J'ai même pas de coach sur le dos parce que le coach, il est tout devant. Ça peut me plaire. Et j'en entends surtout beaucoup de bien. Je connais Karine André qui est sur Insta, qui est coach aussi Dynamo, qui m'a toujours dit « Ali, ça te ferait du bien. Essaye, essaye, essaye. » Donc j'y vais. Je me retrouve avec... c'est marrant parce que ça a aussi un cheminement avec un t-shirt immense, mon petit legging, vélo 44, donc tout au fond. La musique démarre, la meuf commence à parler, ça part dans un truc un peu deep et tout. Là, ça pédale et tout. Et là, je me dis, waouh, c'est quoi ce délire? Je vois les nanas au premier rang, toutes petites brassières, petit short, petit legging. Je vois leur boule qui fait clac, clac, clac. Moi, je suis derrière comme ça. Ça a à peine commencé depuis 5 minutes. J'ai les cheveux trempés et tout. C'est catastrophique. Je sais même pas si je dois respirer, parler. Enfin bref, catas. Et en fait, je les vois et je me dis, dans 6 mois, je veux être là. T'as retrouvé ta détermination. J'ai retrouvé ma vraie détermination, ma vraie force. Et pas de me dire, je suis trop nulle, je suis au dernier. Je me suis dit, t'es méga nulle. Et là, pareil, j'ai pleuré. Ce moment-là. Et quand je dis j'ai pleuré, c'est parce que je pense que les moments où je pleure sont 10 doigts, tu vois, genre je sais quand je pleure. Et à ce moment-là, je chiale. Et je me dis, c'est pas normal, elles ont le même âge que toi. Elles se bougent le cul et tout. C'est pas normal que toi, t'arrives pas à pédaler. En fait, je suis dans un truc où, comme une sorte d'énorme prise de conscience de ta condition physique, t'as exactement le même nombre d'organes qu'elle. T'as exactement le même nombre de membres qu'elle. T'as cette putain de chance de n'avoir aucun handicap physique. T'as cette putain de chance d'être en bonne santé. T'as même cette putain de chance d'être encore en vie. Et tu n'es pas foutu de pédaler plus de 2 minutes. Et au lieu de me flageller et de dire je sors de cette salle et j'arrête parce que je suis trop nulle, j'ai simplement dit dans 6 mois, je veux être au premier rang. Spoiler, 6 mois après, j'étais au premier rang. Et ça, c'est simplement de se dire pourquoi cette personne avec la même condition, le même départ que moi, même si bien évidemment c'est pas le même départ parce qu'il y a plein de trucs intrinsèques dont on a déjà parlé, on s'en fout. Au final, là, dans cette salle, elle est égale à moi. Donc, et c'est même pas de la compétition, c'est simplement de se dire je suis capable. Et en voyant des corps bouger, j'ai pris conscience que mon corps était capable de bouger, puisqu'en fait, petit à petit, je le bougeais. Parce qu'en fait, c'était seul dans ton cheminement. Là, tu te retrouves dans un cours avec d'autres personnes qui ont le même objectif aussi, bouger, prendre soin de leur corps, de leur santé, parce qu'on parle vraiment de ça, hein, de l'aspect physique, c'est un déclic, mais c'est ta santé l'objectif principal. Tu te rends compte que tu es capable. Je me rends compte que déjà, je suis capable de faire quelque chose que je n'étais pas capable hier. Et donc, je suis un peu quand même pas trop bébête. Et je me dis, quand les gens disent « trust the process », je me suis dit, forcément, il y a peut-être un truc qui est vrai là-dedans. Et c'est pour la première fois de ma vie que je réalise que je suis peut-être au départ de quelque chose et que moi aussi, je peux y aller. Entre décembre, février, janvier et tout, je perds quand même un petit peu de poids. Donc, visuellement, moi, à la base, j'ai commencé le sport
parce que je me détestais. Et aujourd'hui, je continue le sport parce que je m'aime. J'aime. Enfin, je m'aime. Je suis pas en train de me galocher tous les jours. Mais j'aime mon corps parce que je me dis, mais il est complètement ouf. Mais parce que je le découvre. Donc là, j'ai l'impression d'être une enfant ou même une adolescente dans son corps. Je réalise ce dont il est capable de faire. Je réalise que là, quand je me cachais derrière des arbres pour le cross et que j'attendais qu'elle fasse 2-3 tours pour ressortir comme si de rien n'était, comme si on ne m'avait pas grillé, maintenant, je m'inscris à une 10 km, je le cours. Et cette sensation, quand je suis arrivée à la ligne d'arrivée, au semi, où là, on va faire l'UTMB, une partie cet été. Le TC. Non, les 15 km. Tout ça, c'est simplement de me dire, il est capable d'y aller. Il va pas arriver premier, il va peut-être pas arriver deuxième, il va pas arriver troisième, centième, on s'en balègue. Il est capable d'y aller. Et ça, c'est tous ces petits moments, justement, de le voir quand mon coach arrive, qu'un dimanche, il m'envoie un message à 22h, en mode, parce que c'est aussi l'avantage du coaching, quand on peut, c'est que là où t'as pas tout le monde parle de discipline, de motivation et tout, à un moment donné, faut pas se leurrer, c'est très difficile de la garder, de la voir, d'en avoir envie. Et quand un dimanche 22h, tu reçois un petit message, tu ne m'as toujours pas donné tes dispos pour demain. Ah, mais je peux pas demain, je pars en train, je vais à Paris, j'ai un déplacement pro. Tout. Ah ouais, à quelle heure? Mon train est à 8h. Ok, j'arrive à 6. Ok. Et c'était les petits points de motif que je n'avais pas. Et puis, la première fois, tu mets une semaine à te remettre de 3 squats. J'avais des escaliers dans ma maison, ils me les faisaient descendre et monter en marchant. C'était déjà difficile de faire ça 4 fois. Déjà, je suis montée marche, flemme, tu vois. Et puis, une semaine, 2 semaines, un mois après, tu les fais en trottinant. Tu le fais une fois. Et ça, tu le vois. Et puis, physiquement, tu vois quelques kilos s'envoler sur la balance parce qu'à ce moment-là, c'était mon but. Et donc, tout ça, ça se met et ça devient concret. Et j'ai moins envie de prendre cet ascenseur. Et puis, je suis un peu fière. Je suis dans le métro. J'ai pris des escaliers. Je vois les gens dans le... Le pire, c'est que je voyais les gens dans l'escalator. Et je suis là, waouh, j'avais l'impression que je faisais un truc de ouf. Tu vois. Moi, je prenais les escaliers. Et ça, petit à petit, ça crée une confiance et une vision que j'avais jamais vue de ce corps qui n'était pas en train d'enfanter. C'est le seul moment où je l'ai trouvé, comme je te disais, magnifique et fort. Incroyable, genre t'allaites, t'es en train de nourrir un être humain, c'est quand même un truc incroyable. Là, il était pas en train de construire un être humain, il était pas en train d'allaiter un être humain, il était rien, simplement de me porter et de m'amener du point A au point B que je voulais. Et ça, c'était fou. Est-ce que tu ressentais de la culpabilité, parce que c'est le cas de beaucoup de mères, de se dire je vais prendre du temps pour moi, je vais m'occuper de moi. Il y a des statistiques terrifiantes en vrai. Je crois que c'est 80% des mères font passer leur santé après celle de leurs enfants et de leur mari. Ça a des conséquences sur la santé physique des femmes. Est-ce que tu as eu cette culpabilité-là et tu as dû lutter contre, ou tu étais très au clair avec le fait d'être une priorité? Non, c'était énormément culpabilisant. Parce que j'en reviens justement à notre fonctionnement et ce qu'on nous inculque et la manière dont on voit les choses. Prendre soin de soi, dans ma famille, c'est pas quelque chose qu'on nous a inculqué. C'est pas quelque chose qui était important pour mes parents. J'ai jamais vu ma mère se maquiller, prendre du temps pour se coiffer. Nous, c'était nature peinture, quoi. Genre, et c'était même presque une fierté dans ma famille d'être naturelle, d'être... on s'en balèque du regard des autres et tout. Donc, à partir du moment où, même ado, où je me coiffais un peu trop longtemps, en plus, je prenais quand même beaucoup de temps, donc je comprends que ça fait péter les plombs à mon père, parce que j'ai une fille maintenant. Mais c'était pas valorisé. C'était, t'es en retard, tu saoules, Et donc, tous les petits moments où tu apprends à prendre soin de toi, c'était pas quelque chose de top. Et il y a une partie de mon éducation aussi où l'esthétique est superficielle de ouf. Et donc, je raccrochais énormément le sport à l'esthétisme. Surtout qu'au moment où j'ai commencé l'activité physique, je le répète, c'était dans une quête esthétique pure et dure. Quand j'ai commencé le sport, j'étais à milieu de comprendre la santé mentale, de comprendre les bienfaits sur mon stress, les bienfaits sur mon management, les bienfaits sur ma libido, les bienfaits sur plein de trucs. J'étais à 10 000 lieues de l'entendre. Moi, c'était concret. Je suis grosse, je veux ma robe, je veux mon mariage, je veux ma photo, C'était mes basiques de chez basiques. Et c'est en mettant un pied devant l'autre que je me suis commencé à me dire « Oh, je me sens bien dans ma tête ». Ou « Ah, j'ai envie d'un peu plus ». Ou « Ah, les hormones que je ressens quand je sors de ma salle, elles me font planer, je me sens trop bien ».
où je suis genre grave fière de moi, autant que quand je fais un truc de fou au boulot. Donc ça m'apporte de la fierté, ça m'apporte de la confiance, ça m'apporte plein de trucs, et tout ça tu le découvres qu'en le pratiquant. Mais on avait beau me le dire, c'était méga abstrait, puis j'en avais rien à faire. Remets-moi des bons jeans, et j'étais vraiment dans quelque chose de très concret que je pouvais pas comprendre. Mhm. Et comment t'arrives du coup à shifter cette mentalité de dire je suis pas ma priorité, je peux pas prendre soin de moi, au-delà de l'aspect esthétique, tu vois, de dire bah t'as quand même des enfants, faut aménager ton temps de travail, tu es chef d'entreprise, tu peux très vite passer en mode mon travail c'est la priorité, ensuite mes enfants, donc bah j'ai pas le temps. Parce que on peut... Je le disais tout le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Mais moi, comment ça a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu peux expliquer pour quelqu'un qui voilà, se demanderait comment il faut faire? Quel est le petit truc qui pourrait déjà commencer à changer pour dire si j'ai le temps, en fait, je choisis d'avoir le temps? Ouais, alors déjà, il y a un truc on est dans un secteur qui peut être méga moralisateur et méga culpabilisant, puisque c'est ce que j'ai ressenti pendant de nombreuses années. Il y a l'âge de mes enfants. Je trouve que c'est pas négligeable. Bien évidemment, on peut se bouger, on peut rentrer dans une quête du bien-être, de se faire des massages et tout et tout. Déjà, quand on a eu cette éducation-là, quand on a cette habitude, de la reprendre assez facilement ou assez rapidement après la naissance des bébés. Ça n'est pas mon cas, encore une fois de plus. Parfois, j'ai des nanas qui vont m'écrire et qui vont me dire « Ah, t'as de la chance, t'as réussi, moi j'attends ce déclic et tout. » Puis je discute un peu avec elles, je dis « Ouais, du coup, t'es maman et tout. Oui, j'ai un petit de 3 mois et tout. » Vas-y, en fait. Et genre, mes enfants ont 17, 12 et 7 ans. C'est-à-dire qu'ils dorment la nuit, ils s'essuient les fesses tout seuls, ils peuvent prendre une douche, ça va. À 18h, mon gamin de 17 ans est capable de cuisiner un truc vite fait pour le temps que j'arrive. Quand j'arrive, j'ai pas peur qu'il y en ait un qui soit à l'agonie par terre et tout. Enfin, j'ai des enfants autonomes. Nous, on a fait le choix en plus depuis des années, et ça a été un des sujets du podcast que j'ai fait avec toi, d'avoir une fille au père, qui a été un game changer aussi en termes d'espace-temps. Mais c'est pas non plus magique, puisque la fille au père, on en a depuis... on a fait des pauses, mais on va dire que depuis 3-4 ans, on a des filles au père, et je n'avais pas ce temps-là quand même. Donc il y a quand même un rapport où j'étais la première à dire, en plus j'avais les meilleurs arguments du monde, j'étais dans l'entreprise, 3 gosses, j'ai tout le temps de déplacement, j'ai pas le temps. J'avais les enfants grands et j'avais une fille au père, donc j'avais un peu d'aide et tout, et je prenais pas ce temps-là, mais mine de rien, au-delà de la fille au père, j'ai aussi un mec qui valorise ce temps que je prends pour le sport, chose par exemple que je ne faisais pas du tout pour lui. On parlait de son rapport à moi, moi j'ai été vraiment hyper dure avec lui quand il faisait du sport. Et ça, je ne l'ai pas du tout vu. Et déjà, il ne me l'a jamais reproché, parce que je pense qu'il ne se rendait même pas compte. Je l'ai remarqué après, parce que je pense que le fait que je le voyais, par exemple, je sais pas, moi, en vacances, se lever un peu plus tôt, aller courir, et ça me trigger. Je pense que il y avait une partie de moi qui devait être jalouse, ou qui devait pas comprendre, ou qui ne valorisait pas le fait qu'il mette des baskets et qu'il aille courir 45 minutes parce que je trouvais ça débile. Alors, au lieu de dire bravo, c'est trop bien, je t'ai préparé un petit déjeuner, ou juste putain, tu t'es motivé ce matin, bien joué quoi. Mais c'était pas valorisant pour moi, donc je le faisais pas et j'étais pas très sympa quoi. Parce qu'il faisait quelque chose que j'étais pas capable de faire au fond. Et ça me ramenait à un échec et à un truc que je trouvais superficiel, débile et pas pour moi. Lui, il prenait le temps d'aménager son emploi du temps pour prendre soin de lui. Ouais, et en se levant juste plus tôt que tout le monde, quoi. Sympa, déjà. Oui, c'est ça. il te faisait pas subir quelque chose, il décalait avant. Donc voilà, donc j'ai quand même un mec qui supporte aujourd'hui que je sors du CrossFit en disant alors j'ai fait ça au clean, je lui raconte, il s'en bat les couilles. Et il m'écoute encore comme si c'était la première fois que je sortais du sport. Et qui est super fier et qui est OK de prendre le rôle. Oui. Prendre le relais, voilà, d'être soutenant dans ton projet. Donc c'est l'âge, les enfants, le fait que tu as un partenaire qui est à égalité avec toi, enfin en tout cas qui te soutient dans ça, ton organisation perso, mon métier. Mon métier, on va pas se cacher qu'être entrepreneur, c'est quand même, il y a d'énormes difficultés, mais on a un aménagement de notre propre emploi du temps. Mais ça aussi, je suis entrepreneuse depuis 7 ans et je le prenais pas ce temps. Donc c'est pas parce qu'on est chef d'entreprise ou qu'on est salarié, il y a quand même un moment où il y a des faisabilités, c'est juste qu'on les a pas vraiment en face de nous. Et au départ, quand j'allais faire du sport, c'était souvent sur l'heure de midi et 2, parce que c'était l'heure de dynamo, c'était plus facile et tout.
Et puis parfois, j'ai eu envie d'y aller à 10h, parfois parce que justement, je savais que je voulais absolument être là le soir, ou j'y allais le soir, etc. Et tout. Donc je me suis fait un peu mes trucs. Et je culpabilisais énormément. Et tout à l'heure, on en parlait à table avec d'autres entrepreneurs qui sont à leur compte et qui culpabilisent aussi beaucoup et qui font un peu des stratagèmes autour de ça. Et moi, je sais plus qui m'avait dit, assez simplement et assez naturellement, de rajouter l'heure de sport dans son agenda comme un rendez-vous. Et en fait, quand on a un rendez-vous avec Pierre ou Paul ou Jacques, on ne va pas lui poser un lapin et on ne va pas se sentir coupable de laisser son équipe pendant 1 heure parce qu'on a un rendez-vous avec Pierre, Paul ou Jacques. Et pourquoi on devrait se sentir coupable, encore une fois plus, en tant qu'entrepreneur ou en tant que chef d'entreprise, de partir à un rendez-vous avec soi-même, sachant que le nombre de fois où je suis restée derrière mon bureau parce qu'on m'avait dit que c'était comme ça qu'on travaillait dans une entreprise, rester derrière le bureau et tout, mais moi je ne suis pas un oiseau qui est capable de rester derrière un bureau, sinon c'est le genre de métier que j'aurais choisi. Et parce que je suis quelqu'un qui a besoin de bouger. Et je me rends compte aujourd'hui, j'arrive à faire 2 ou 3 heures de sport par jour. Je suis quelqu'un qui a énormément envie de bouger. Donc ces heures-là, je les bouffais. J'étais agressive, j'étais mal dans ma peau. Mais parce qu'en fait, il fallait que ça sorte. Et aujourd'hui, peut-être que si j'avais su tout ça, j'aurais fait des métiers complètement différents. À tout moment, j'aurais été sportive. À tout moment, j'aurais été, je sais pas, garde forestier. Ou j'aurais peut-être été dans un métier qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais simplement que je n'avais pas conscience de ce besoin de bouger, que je suis incapable de rester concentrée derrière un bureau, et donc du coup, pour mon équipe, pour ma créativité, pour mon cerveau, pour mon corps, j'ai aucune gêne à me dire, je sais pas moi, à 13h j'y vais, ou à 10h il y a une session que j'aime bien, et je me la fais, et j'ai pas la sensation de moins bien travailler, au contraire. Bon, les études prouvent tout l'inverse d'ailleurs. Ouais, on travaille mieux si on a fait du sport, on travaille mieux en marchant, on travaille mieux en étant en activité physique, on apprend mieux d'ailleurs. J'ai jamais lancé autant de projets que ces derniers mois. J'ai jamais été aussi en paix, aussi créative, aussi calme, aussi posée que ces derniers mois. Alors que j'ai jamais autant bougé mon cul. Tu parles des projets que tu as eus grâce à toute cette prise de conscience de ta santé, ton parcours. Tu as lancé il y a... Non, pas encore un an. Ça fait pas encore un an. C'était octobre, je pense. Donc ça fait quelques mois. Des séjours déclic. J'ai eu la chance de venir avec toi dans un que tu as organisé au Maroc. On a fait du surf avec plein d'autres femmes. Pourquoi est-ce que tu as voulu mettre à profit ton expérience finalement pour aider les autres? J'ai créé le séjour que j'aurais rêvé avoir à ce moment-là, je pense. J'ai été vite, quand j'ai commencé un peu à essayer de bouger et tout, j'ai été assez rapidement attirée parce qu'il y a eu un énorme essor il y a 1 ou 2 ans avec les retraites et tout, il y en avait partout. Et j'étais assez attirée par en faire une. Et je me suis jamais sentie à 2 doigts de réserver parce qu'il y avait toujours quelque chose qui m'attirait pas, soit un côté trop spirituel et tout qui est pas trop mon truc, soit un côté trop sportif où je me disais je vais pas avoir ma place parce que je suis une chips, c'est pas possible, et ou alors la retraite un peu pseudo sportive et tout avec un mindset nanana, et là je me sentais pas non plus alignée avec tout ça. Et après, je l'ai appelé les séjours déclic parce qu'en fait, j'y crois pas au déclic. je pense que ce que je fais, c'est de la merde. Non, mais je trouve que c'est hyper... Regarde, là, ça fait déjà je sais pas combien de minutes. J'ai Garmin, alors je regarde, je rigole. Et ça fait je sais pas combien de temps qu'on parle et on se rend bien compte que c'est un énorme chemin et qu'il n'y a pas de déclic, il y a que justement des faux départs et tout et tout. Donc je crois pas au truc du déclic. Pour moi, c'est pas une meuf qui tape à la porte qui dit « Ah, aujourd'hui, on va se bouger le cul, tu vas changer ta vie et tout », ça n'existe pas. Et ces séjours, c'est plutôt de se dire, plutôt que d'attendre toute une vie, un déclic qui ne viendra jamais du jour au lendemain comme ça, on peut aller à sa rencontre, on peut, on va dire, forcer un peu le destin pour aller se retrouver dans un endroit où potentiellement il y aura plusieurs personnes qui ont besoin de cette petite lumière, qui ont besoin d'un espace pour découvrir des sensations, pour redécouvrir des sensations. Et en fait, on met tout bout à bout. Ça dure en général entre 3 jours et 1 semaine. Et dans ce séjour, on fait pas des trucs deep, on danse pas autour du feu, on fait pas de choses comme ça. Mais par contre, les nanas, à la fin du séjour, mine de rien, elles ont bougé tous les jours. Soit c'est de la marche,
Du genre, on va aller boire un verre là-bas et tout. Bon, on y va à pied. Donc ça papote, ça, ci, ça. Et à la fin du séjour, elles ont fait genre 6-8 heures de sport, d'activité physique, pardon, sans s'en rendre compte. Et la finalité, c'est que vous l'avez fait, vous avez pris du plaisir. Donc il y en a plein qui sortent du séjour, sont un peu en croix, pas mal de courbatures. C'est fatigant, je te le dis. Mais tout le monde a pris du kiff. Tu essayes plein de sports différents, parce que c'est aussi la clé. J'ai cru aussi très longtemps qu'il fallait s'inscrire dans une salle de sport. J'ai un peu l'impression que les salles de sport sont genre la porte ouverte à tous les débuts. Alors que ça fait 2 ans que j'ai fait rentrer le sport dans ma vie et c'est un endroit que je déteste toujours autant. J'aime pas trop la muscu et j'y prends pas trop de plaisir. Alors que bizarrement, les gens vont commencer souvent le sport par la salle de sport, en disant je me suis inscrit à la salle de sport, vraiment les salles de muscu classiques. Et pour certains, ça marche et pour d'autres, ils se retrouvent sur un tapis ou sur un vélo, ils savent pas pourquoi. Ils savent pas où ils vont, ils savent pas, il y a pas de plan et puis on va à la salle parce que c'est accessible et que Il n'y c'est a pas pas de très cher. cadre. Et donc nous, dans ce séjour, on va pouvoir essayer différents sports parce que en tant qu'adulte, c'est assez très peu valorisé d'essayer des sports, alors que nous, même en tant que parents, ou même si on n'est pas parents, on a des neveux, on a des nièces, on trouve tout à fait normal que nos gosses essayent 50 000 sports pendant leur enfance. On trouve normal qu'ils fassent du rugby pendant 1 an, qu'ils arrêtent, qu'ils fassent de la danse, qu'ils arrêtent, qu'ils fassent du poney, qu'ils arrêtent. C'est vrai. Et nous, adultes, on est censés commencer un sport et y rester pendant 1 an et demi et le kiffer et à la fin dire bon, ben, je suis sportif. Je crois foncièrement aussi qu'on devient sportif que quand on a un réel coup de cœur pour un sport. Et c'est pas parce que notre mec ou notre meilleure pote, elle fait de la course à pied et qu'elle te dit viens, on va courir, t'inquiète, on fait que 2 kilomètres. Il se peut que tu détestes complètement ça. C'est clair. Et c'est pas parce que tu rentres chez toi et que t'as pas fait tes 2 bornes avec le sourire et que tu te sens pas fier de ce que t'as fait, que t'es pas fait pour autre chose. Et donc dans les déclics, on essaye plein de types de sports. Ça peut être du crossfit, qui est quand même un sport qui est un petit peu turbulent, on va dire. Du surf, du running, de la marche. Et à la fin, c'est sûr et certain qu'il y en a un qui t'aura fait kiffer. Et ça peut être un sport de glisse, ça peut être un sport d'endurance. Ça peut Du être pilate, on a fait. On a fait du pilate. Dans tous les cas, tu repars avec déjà la preuve que ton corps a été capable de bouger un peu tous les jours, sans rentrer dans des activités physiques incroyables avec des cardio de fou. Mais il a pu bouger un peu tous les jours, donc il est capable de. Et si tu as réussi à faire 6 ou 8 heures de sport, discuter, rentrer, ressentir des courbatures, ressentir. On parle pas aussi on peut pas apprendre à quelqu'un, on peut pas le motiver avec une quête d'un sentiment qu'il va ressentir plus tard. Tu verras, dans 3 mois, hein, tu vas être comme ci, comme ça. Non, déjà le lendemain, en fait, des courbatures. Valorisons aussi ces courbatures-là. Tu ressens des muscles. Genre, à quel moment dans ta vie tu as ressenti tes muscles? Mais ça, c'est tellement stylé et tellement bon parce que ça veut dire que tu as travaillé, ça veut dire que ton corps, il est en train de te dire ah, qu'est-ce que tu branles, qu'est-ce que tu fais. Et donc, du coup, quand tu sors de tout ça, tu te dis que si tu as bougé comme ça autant de fois, avec plus ou moins de plaisir, tu es capable au moins d'insérer 1 heure dans ton emploi du temps de toute ta semaine. On ne demande pas d'aller faire du sport tous les jours. On te demande juste de s'accorder 1 heure d'activité physique, 2 heures d'aller marcher. Et ça, je pense que ça fonctionne. Et depuis octobre, on en a fait 2 ou 3. Et c'est dingue. Genre, ce qui s'y passe pour ces meufs. C'est vraiment dingue. J'ai des témoins. C'est vrai que c'est assez fou et beau de voir des femmes. C'est vrai que moi, j'y suis allée avec Camille Schneiderlin, qui est une très grande sportive aussi. Et on n'a pas ce rapport-là au sport où pour nous, c'est normal de faire du sport. Et il y a des aléas de la vie qui fait qu'on n'en fait pas. Mais c'est vrai que d'avoir été témoin de voir des femmes qui, pour certaines en tout cas, pas toutes dans le groupe, mais qui n'ont pas ce rapport au sport, pour qui c'est pas une normalité et que c'est difficile et qui culpabilisent alors qu'elles y sont pour rien, de ne pas avoir été éduquées au sport. Je trouve que c'était hyper touchant. Et d'ailleurs, ça me pose cette question par rapport à toi et tes enfants en tant que mère. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vision de tes valeurs éducatives avec eux? Tellement. Mon fils a fait Noam a un très bon niveau au rugby. Il est semi-pro à son âge, enfin il est bien, il est dans une phase de vouloir, quand je dis bien c'est parce que c'est son rêve de devenir pro. Je suis jamais allée le voir quand il était jeune. Jamais allée au bord du terrain et tout, ça n'avait pas trop d'intérêt. C'est ça qui est trop bizarre. J'étais trop contente qu'il y aille. Dès qu'il faisait froid ou qu'il pleuvait, je lui disais reste à la maison. J'ai la flemme, reste à la maison. Bon, dès que j'ai rencontré mon mec, il a entendu mon fils dire j'ai un peu froid. Alors là, mon pote, tu mets un lycra sous ton t-shirt et t'y vas. Et ça a changé. Je suis au bord des terrains maintenant. Je vais les voir.
Tu as ta chaise pliante. J'ai ma chaise pliante des 4. Parce que ça m'intéresse. Parce que ça m'intéresse quand ils me parlent de leur sport. Je fais du crossfit avec mon fils de 17 ans. Une des choses dont il rêvait, c'était de bouger avec sa mère. Genre, de faire du sport avec moi. Il m'a toujours dit, il m'a dit un jour, j'aimerais trop qu'on fasse du sport ensemble. Et là, maintenant, on se fait des sessions à 2. C'est une relation folle que j'aurais jamais cru vivre et que je ne reviendrai jamais en arrière tellement c'est trop bon quoi, de partir au sport avec ses gosses et de bouger avec eux. Et maintenant, on part en vacances, on fait des stages de boxe, on fait du surf, on fait plein de trucs. Et pareil, dans l'imaginaire, moi, j'avais des potes à moi qui avaient leurs parents qui étaient sportifs et qui faisaient justement du ski, du sport pendant les vacances et tout. Et c'était vraiment... Elle était trop forte en sport avec nous. Et c'était vraiment des familles de sportifs. Je suis une famille de sportifs aujourd'hui. Tous mes gosses font du sport. On fait énormément de sport. Ça a une place importante dans nos quotidiens. Et toi-même, t'as appris à skier à 30 et quelques. 3 ans. Ouais. Première année, on part au ski. Je les vois partir. Je reste au chalet. Ah oui. Ah bah oui, je veux pas y aller, je sais pas en faire. C'est pas accessible pour moi, je suis pas câblée pour ça, j'ai pas le physique, j'ai pas le corps, j'ai pas les jambes, j'en sais rien. Je peux pas faire du ski, je sais pas en faire. On m'a pas appris qu'on pouvait apprendre à faire du ski. Je trouve normal que mon gosse de 3 ans, lui, il soit au piou-piou, lui, il apprenne, mais pas moi, c'est pas possible. Et première année, ça a été l'année la plus longue du monde. Déjà, franchement, bon, c'est long. Et ils rentraient, ils avaient plein de trucs à raconter, plein de sensations, plein de trucs que je n'avais pas du tout je pouvais pas sentir ce qu'ils disaient. Et deuxième année, je me suis retrouvée dans un groupe d'adultes débutants. Ça a été la semaine la plus longue de ma vie parce que c'est très dur d'apprendre adulte. C'était pas fun. Et puis aujourd'hui, je skie avec eux, on bouge, on est dans les Alpes au Club Med, on est parti skier ensemble. Clem, je t'ai suivi, tu m'as perdu. Mais c'est comme si tu ouvrais un champ des possibles. Et par rapport à Mali, parce que c'est une fille, ça renvoie plus de choses, puisque toi, t'es une fille. Le fait que ta fille, elle adore le sport, elle est forte, ça te rend fière, ça te... Trop. Je suis très admirative. Elle fait partie des personnes, elle a 12 ans, mais des personnes que tu lui montres une fois, elle est 1000 fois meilleure que tout le groupe. Genre, je sais plus, on avait fait déjà des trucs que moi, l'haltéro, par exemple, je l'ai amenée à l'haltéro. Elle a soulevé une barre, en 2 secondes, elle a compris le mouvement. J'ai mis 3 mois à le comprendre. Et ça, c'est un feeling qui me rend très fière et que je trouve absolument magnifique. Et je sais pertinemment qu'il y a quelques années, je ne l'aurais même pas remarqué. Ça fait 1h30 là, je crois qu'on parle, donc c'est vrai qu'on a vu tout ton parcours. On sait aujourd'hui quand même que Dynamo, tu peux y aller 3 fois dans la journée. Tu fais du crossfit à fond, tu te lances des défis, tu es dans un autre état d'esprit face au sport. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une suite ? Est-ce que vous allez faire d'autres choses ? Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as envie de faire avec le sport ? J'ai envie de continuer. J'ai envie... ça a pris une très grosse place dans ma vie. Je pense que ça a pris... ça me remplit tellement de bonheur que... Vu que je fais que des trucs qui sont pas réfléchis dans ma vie, je passe mon temps à passer d'une étape à une autre en me disant « Ah bah c'est trop bien, allez, on prend ce chemin ». Là, avec des potes anciens rugby pro, on a repris un espace. Et du coup, on est en train d'ouvrir une salle de... Je l'ai dit à personne encore. Donc là, en septembre 2025, nous ouvrons une salle à Bordeaux. Mais pas une salle vide où tu vas pas savoir quoi faire. Une salle avec des cours de crossfit, d'aerox, qui sera inclusive, où les débutants se sentiront à l'aise de venir. Et une salle où tu pourras venir avec ton kids, parce qu'à 17h ou à 18h, on n'a pas tous la chance d'avoir une fille au père à la maison. Et on a envie aussi, la force du duo, et de pouvoir faire du sport avec mon fils, comme je l'ai dit, ou mon mec, c'est quelque chose qui m'a aidé à me motiver aussi. Et parfois, on a envie de pouvoir renouer avec son plus un. Donc pourquoi pas faire un peu de sport ensemble, sauf que quand il y a des enfants, concrètement, c'est pas possible, encore moins le soir. Donc là, il y aura un petit coin où vous pourrez laisser vos kids en sécurité et faire votre sport sans culpabilité, quoi. Septembre 2025 ? Ouais. À Bordeaux ? À Bordeaux. Je suis ravie d'habiter Bordeaux. Désolée pour les autres. Ouais. Ça va être pas mal.
Donc tu te relances dans une autre aventure entrepreneuriale finalement. Bah ouais, je dormais un peu trop. J'avais trop de temps pour moi. Trop de temps, je me faisais chier. Allez, pour terminer cette interview, j'avais envie de te demander, tu les as perdus tes 30 kilos. Aujourd'hui, tu as des kilos de muscles, peut-être en plus. Comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui? Pas assez facile, hein. C'est pas magique. Mais j'ai confiance en lui. Je sais que chaque mois, il m'amène dans une étape. Il y a aussi un truc avec le sport d'assez gratifiant, c'est que tu as des récompenses immédiates. Bon, tu as une récompense immédiate de ton moment, hormonalement, chimiquement parlant, mais tu as une récompense aussi en tant qu'adulte, il y a très peu de moments où on évolue. On est dans notre routine, on est dans notre taf. T'as pas de moment où tu te sens dire ah ben là j'ai évolué. Alors que quand tu t'inscris dans une course, quand tu t'inscris dans une salle, ben, tu as certains mouvements, tu regardes dans le rétro, tu es là il y a 3 mois, je le faisais comme ça, quoi. Genre, où j'avais mis tel poids, où là je séchais, dans ce moment dans l'Aerox, ben là j'étais cramée, carbonisée, puis là j'ai fait 15 secondes de moins, 30 secondes. Et en fait, c'est des récompenses. Et nous, les adultes, on a perdu un peu cette âme d'enfant, ce truc où on est trop content, on a une petite médaille. Mais là, tu l'as à chaque fois, que ça soit dans ta petite montre ou dans ton petit truc. Tu as des moments où le soir, tu rentres, tu dis, vas-y, j'ai fait un truc cool. Et il y a un début et une fin. Alors, quand tu es entrepreneur, tu commences ta journée, tu la termines jamais. Et moi, ce que j'aime dans le sport, c'est que j'ai un début. La session est terminée, il y a une fin et j'ai une récompense immédiate de cet instant. Et j'ai une solution et une vision de mon travail accompli qui est fermée, qui ferme une case jusqu'à ce que j'en ouvre une autre le lendemain. Et ça fait vachement de bien, ça. De commencer quelque chose, de le terminer. C'est vrai que ce soit dans la parentalité, c'est jamais fini. Jamais. On ferme jamais la case. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, tu peux pas. Non, et plus. ça, je l'ai découvert dans le sport. Et le sport te donne ce cadre qui est sécurisant, en fait. Qui est sécurisant. Je sais quand ça commence, je sais quand ça se termine. Et je sais si j'ai réussi, si j'ai raté, parce qu'il y a des moments où il y a des cours qui sont plus difficiles que d'autres, pour 1000 raisons. Ça fait aussi partie de quelque chose qui est très agréable, je trouve, de ressentir des échecs, de ressentir des trucs, et surtout des échecs et des réussites. Tous les jours, tu en as des nouvelles. T'es pas sur un truc, j'ai raté ça, ça va me coûter pendant 4 mois et demi. Non, ça y est, en fait, relève-toi, c'est pas grave, le lendemain, tu repars sur un nouveau truc. Et ça, c'est hyper agréable, je trouve. Si tu avais un dernier truc à dire à quelqu'un qui a été dans ta position, avec zéro éducation au sport, avec un corps qui ne lui ressemble pas et dans lequel cette personne n'est pas à l'aise, tu lui dirais quoi? Qu'il n'a pas moins que les autres. C'est juste pas qu'il a. Tu vois? Genre, on n'a pas moins que quelqu'un d'autre. Même une personne dans la maladie, même dans le handicap, arrive à faire des trucs de fou. Quelque chose qui m'a énormément passionnée, ça a été les Jeux paralympiques. J'ai jamais regardé les JO. Jamais regardé. C'est vrai? Ça m'a passionnée. Justement, dans ce truc de rapport de pourquoi on va croire qu'on n'est pas capable d'eux. Et tu vois des mecs qui nagent, qui n'ont pas de bras, pas de jambes. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à la piscine. Et je nage maintenant, tu vois. Genre, j'ai pris un cours d'eux et tout. Je nage comme une bête. Mais à quel moment je sais pas nager? Lui, il nage. Genre, t'as plein de trucs où tu te dis, tu peux pas. Juste, vas-y, fais. Arrête de penser, fais, vas-y. Et le nul en sport, déjà, il n'existe pas. Je suis persuadée qu'il n'existe pas. Et il y a aussi quelque chose où le monde des sportifs n'est pas un monde à part. Genre, n'est pas une sorte de porte avec que des beaux gosses et des bombes atomiques derrière la porte avec... Non, tout le monde est capable d'aller dans le sport. Et il suffit justement de passer la porte d'une salle de sport, de se retrouver sur la ligne de départ d'une course pour te rendre compte que les nuls en sport n'existent pas. Je sais pas si tu as déjà vu un marathon, ou si tu as déjà vu, mais les gars, ils vont le faire des fois en 18 heures. Ils vont être acclamés comme le mec qui l'a fait en 1h30. Bien sûr. Est-ce qu'on s'est dit que ce mec était nul? Il s'est inscrit à un putain de marathon. Genre, il a déjà fait un pas que je sais pas combien de pourcentage de la population n'oserait pas faire. Et nous, on le regarde, on se dit, il est normal. Mais toi, par contre, t'es dans ton canapé, tu dis, je suis nul. Genre, vas-y, putain. On le sait qu'en sport, il y a la génétique qui joue, clairement. Si tu as eu des parents sportifs, ça va aider. Mais on sait très bien aussi que c'est pas inné, c'est de beaucoup de travail. On se rend pas compte le travail derrière pour les sportifs de haut niveau. Tout le temps qu'ils ont passé à répéter des gestes et à pas abandonner. Même demain, tu veux partir dans de la compétition, tu veux partir, pourquoi pas, moi, à 36 ans, me dira, j'ai envie de faire des compètes, des trucs. Est-ce que, même si je termine dernière, foncièrement, je suis nulle?
Est-ce que déjà le fait d'être dans la compète ou dans est-ce que je suis nulle? Mais pas du tout. Mais ça, il y a 1000 ans. Mais oui, mais il y a 1000 ans, je l'aurais jamais compris. D'ailleurs, je t'ai invité plusieurs fois à mes week-ends où on part en randonnée. Et tu m'as toujours dit non. Peut-être que maintenant, tu vas venir avec nous. Peut-être que je dirais oui. C'est vrai, je disais non à tout. Tu disais non à tout. C'est vrai, hein, parce que je te proposais de faire viens, on va faire du yoga, viens, on va faire ci. Du yoga, même dans des événements, il fallait faire un yoga de 2 minutes, ça me barbait. Et oui. Comme quoi, on peut changer. Et oui. On peut y arriver. Merci infiniment, Alison. Ben non, merci à toi. Je crois qu'on aurait pu continuer longtemps, mais je pense que c'est bon là. On a une bonne idée de comment créer un déclic avec plein de faux départs. Ouais, de ouf. Tu vois. Merci. Merci à toi.